Nous avons discuté de la question de l'AES et de la CEDEAO, et j'ai acquis de nouvelles perspectives sur les préoccupations des trois pays en ce qui concerne leurs relations avec l'organisation. J'ai donc assuré Monsieur le Président qu'à la prochaine réunion de la CEDEAO, je transmettrai ce qu'ils m'ont expliqué aux autres dirigeants. Je pense qu'il y a une rupture de confiance au sein du leadership, et il faudra du temps pour la reconstruire, mais nous devons y travailler afin de restaurer cette confiance et cette assurance mutuelle, pour que nous puissions collaborer ensemble. Même si nous ne faisons pas partie du même organisme régional, nous devons aborder la question de nos relations économiques, en particulier en ce qui concerne le commerce entre nos peuples, la libre circulation des personnes entre nos pays et l'amélioration du commerce de transit à travers le Ghana. Il ne s'agissait pas simplement d'une autre visite diplomatique, ni d'une simple poignée de main entre dirigeants. Lorsque le président ghanéen John Dramani Mahama a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, les enjeux étaient plus élevés que jamais. L'Afrique de l'Ouest est en train de changer, les alliances se déplacent, le pouvoir est en train d'être redéfini et les anciens systèmes s'effondrent. Mais que s'est-il passé à huis clos? Que espérait accomplir Mahama? Ce n'était pas simplement une réunion, c'était une confrontation entre deux visions de l'avenir, l'une ancrée dans la diplomatie traditionnelle, l'autre dans une audace défiant les normes établies. Alors, de quoi ont-ils discuté, et que signifie cette rencontre pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest? Les deux dirigeants ont abordé de nombreux sujets cruciaux, et l'un des plus importants concernait la CEDEAO. Le retrait du Burkina Faso de l'organisation ne se résumait pas à une simple décision bureaucratique, c'était un message fort, une déclaration selon laquelle les règles de la politique ouest-africaine étaient en train de changer et que les alliances forgées il y a des décennies étaient désormais remises en question. Mais dans les coulisses du pouvoir, chaque décision a du poids, et chaque départ crée un vide. Tandis que le président John Dramani Mahama faisait face au capitaine Ibrahim Traoré, l'atmosphère était lourde de réalités non dites. La CEDEAO pouvait-elle réparer ses fondations fracturées, ou bien le Burkina Faso avait-il établi un précédent que d'autres suivraient? Pour Mahama, la mission était claire, la diplomatie devait prévaloir. Ayant déjà servi de médiateur dans plusieurs conflits régionaux, il savait que la CEDEAO était confrontée à son plus grand défi jusqu'à présent. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso avaient pris leur propre chemin en formant l'Alliance des États du Sahel, AES, un mouvement radical qui rejetait directement l'influence du bloc ouest-africain. Mais pourquoi ces nations prenaient-elles un tel risque d'isolement, dans une région où la coopération avait toujours été la clé de la survie? La réponse, comme l'a précisé Traoré, était la souveraineté. Pendant trop longtemps, le Burkina Faso avait été contraint par les dictats d'une organisation régionale qui, selon lui, avait échoué à protéger ses membres. Tandis que les insurrections se propageaient à travers le Sahel, la CEDEAO s'était avérée au mieux inefficace, au pire compromise. Le Burkina Faso, comme ses alliés, avait fini par se lasser d'attendre des solutions qui ne venaient jamais. Il avait choisi l'action, il avait choisi l'indépendance, et s'il fallait rompre les liens pour y parvenir, qu'il en soit ainsi. Mais Mahama voyait les choses différemment. Il comprenait la frustration de ces nations, mais il comprenait aussi le coût de l'isolement. Le leader ghanéen avait passé des années à défendre l'intégration régionale, les partenariats économiques et une Afrique de l'Ouest unifiée, capable de résister aux défis mondiaux. La CEDEAO, malgré ses défauts, restait une institution vitale. Et si une réconciliation était possible, elle devait commencer par le dialogue. Tel était son message à Traoré. Il ne s'agissait pas d'exiger un retour en arrière ni de faire la leçon, mais d'écouter et de comprendre. Cependant, comprendre ne signifie pas toujours être d'accord. La rencontre entre Mahama et Traoré a révélé deux visions fondamentalement opposées pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. L'une voyait la coopération comme la voie à suivre, tandis que l'autre considérait l'autonomie comme le seul moyen de se libérer du contrôle externe. Le départ du Burkina Faso de la CEDEAO ne relevait pas uniquement de la politique, il s'agissait aussi d'identité, de la question de savoir qui contrôlait le destin des nations africaines, et de déterminer si l'avenir de la région serait écrit par ses propres dirigeants ou par des forces extérieures. Pourtant, Mahama restait attaché à son rôle de médiateur. Il a assuré Traoré que les préoccupations du Burkina Faso seraient entendues lors du prochain sommet de la CEDEAO, que des discussions auraient lieu, et que peut-être, avec le temps, une nouvelle compréhension pourrait émerger entre ceux qui étaient partis et ceux qui restaient. Mais Traoré n'était pas un homme adepte des hypothèses.
Son pays avait déjà fait son choix. La question était de savoir si la CEDEAO évoluerait pour répondre aux véritables préoccupations de ses membres, ou si elle continuerait à s'accrocher à un système dépassé qui ne les servait plus. Alors que les deux dirigeants concluaient leur discussion sur l'AES, il n'y eut pas de résolution dramatique ni d'accord soudain, mais simplement deux perspectives distinctes, chacune profondément ancrée dans sa propre conviction. Ensuite, ils ont abordé la crise qui ravage le Sahel. Cette région est en proie à une guerre sans ligne de front, sans cessez-le-feu, et sans ennemi clairement identifié. Ce qui avait commencé comme des insurrections isolées dans le désert du Mali s'est transformé en une crise régionale, engloutissant villages, villes et nations entières dans le chaos. Le Burkina Faso se trouve au cœur de cette tempête. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, cette guerre ne représente pas seulement une menace sécuritaire, mais une bataille existentielle pour la survie de son pays. Mais face à lui se trouve un homme qui a vu l'Afrique de l'Ouest traverser les guerres et la paix. Le président John Dramani Mahama n'est pas étranger aux cycles de violence qui ont ravagé la région. La question demeure, cette guerre peut-elle être gagnée, et à quel prix ? La lutte du Burkina Faso contre l'insurrection n'est pas nouvelle, mais son intensité a atteint des niveaux sans précédent. Les groupes armés, autrefois confinés aux zones reculées, se sont désormais infiltrés dans le tissu même de la région. Leurs armes ne se limitent plus aux fusils et aux explosifs, mais incluent aussi la peur, la désinformation et le ciblage délibéré des communautés dans le but de fracturer l'unité nationale. L'ennemi n'est pas une seule organisation ni une seule idéologie, il s'agit d'un réseau en perpétuelle mutation composé de combattants, de contrebandiers et de mercenaires qui exploitent chaque faiblesse du système. Pour Ibrahim Traoré, l'incapacité des gouvernements précédents à contenir la violence a été l'une des raisons directes de l'intervention militaire dans la gouvernance. Les anciennes méthodes, consistant à compter sur des forces extérieures, des missions de maintien de la paix des Nations Unies ou des conseillers occidentaux, s'étaient révélées inefficaces. Il a donc adopté une position sans compromis, armer les milices locales, déployer l'armée en profondeur dans les territoires insurgés et affirmer clairement que le Burkina Faso ne serait pas une victime passive. C'était une approche audacieuse et agressive, mais elle comportait des risques considérables. Avant d'approfondir, je vous rappelle que j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Njani, où je parle de la psychologie féminine, de la santé sexuelle, de la manière de satisfaire une femme au lit, de comment la stimuler pendant l'amour, etc. Je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description. Allons-y. Muhammad écoutait attentivement alors que Ibrahim Traoré exposait sa vision de la sécurité. Le président ghanéen comprenait le dilemme. La communauté internationale parlait souvent de la lutte contre l'insurrection en termes de stratégie et de financement, mais la réalité sur le terrain était bien plus brutale. Ce n'était pas seulement une question de rapport de renseignement et d'opérations tactiques, c'était une question de vies humaines. Des hommes et des femmes vivant dans la peur constante d'attaques, des villages effacés de la carte en une nuit, des routes devenues impraticables à cause de l'insécurité. Muhammad avait vu l'insurrection s'étendre progressivement à travers le Sahel, et il savait qu'un problème local pouvait rapidement se transformer en crise régionale. Mais une question plus profonde planait au-dessus de leur discussion, une question que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. Pourquoi les insurgés prospéraient-ils en premier lieu ? Comment ces groupes armés avaient-ils réussi à s'imposer dans des régions qui, en théorie, devaient être sous contrôle gouvernemental ? La réponse, comme les deux hommes le savaient, était bien plus complexe que la simple présence d'extrémistes. Il s'agissait avant tout des échecs de la gouvernance, de l'aliénation des communautés, du désespoir économique qui rendait la rébellion plus attrayante que la loyauté envers l'État. Pour chaque insurgé armé, il y avait 10 autres personnes qui avaient perdu foi en leur gouvernement. Muhammad souligna la nécessité d'une réponse régionale. L'insurrection ne respectait pas les frontières, alors pourquoi la lutte contre celle-ci devrait-elle en avoir ? Il plaida en faveur d'un partage accru des renseignements entre les nations, de stratégies militaires coordonnées et d'un engagement à combattre l'extrémisme à sa source. Mais Ibrahim Traoré avait déjà entendu ces arguments auparavant. Par le passé, le Burkina Faso avait attendu la coopération régionale, les interventions sécuritaires de la CEDEAO, les pourparlers de paix qui n'avaient jamais abouti. Cette patience était désormais épuisée. Son gouvernement ne comptait plus attendre des solutions venues de l'extérieur, il agissait désormais selon ses propres termes. Muhammad comprenait cette frustration.
La réponse diplomatique aux insurrections était lente, souvent trop lente pour avoir un impact réel. Et pourtant, il savait aussi qu'aucune nation ne pouvait livrer seule cette guerre. Même le Burkina Faso, avec son esprit de défiance et son autonomie croissante, ne pouvait se permettre d'être isolé dans un conflit d'une telle ampleur. La conversation dériva alors sur le rôle des acteurs extérieurs. La France, autrefois force dominante dans la lutte contre l'insurrection dans la région, avait été évincée. Les États-Unis réduisaient leur présence. La Russie, via des groupes militaires privés, prenait pied dans la région. Quant à la Chine, elle adoptait une approche différente, misant davantage sur la stabilité économique que sur l'intervention militaire. Le paysage de l'influence était en pleine mutation, et les deux hommes savaient que celui qui contrôlerait la sécurité au Sahel déterminerait aussi l'avenir de toute l'Afrique de l'Ouest. Au fil de la discussion, Muhammad proposa une approche diplomatique. Malgré sa rupture avec la CEDEAO, le Burkina Faso pouvait encore construire des partenariats sécuritaires sous d'autres formes, à travers des accords informels, des pactes de défense bilatéraux, une redéfinition de la coopération sécuritaire régionale. Ibrahim Traoré n'écarta pas totalement cette idée, mais il resta ferme dans sa position. La lutte du Burkina Faso se ferait selon ses propres conditions. La guerre au Sahel n'était pas seulement celle du Burkina Faso, c'était une guerre pour le contrôle, pour l'influence, pour l'âme même de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque Muhammad et Ibrahim Traoré se séparèrent, une chose était certaine, la bataille était loin d'être terminée. Les décisions qui seraient prises dans les mois à venir détermineraient non seulement le destin du Burkina Faso, mais aussi celui de toute une région. Car dans le Sahel, la paix n'était plus une évidence. C'était un prix qui devait être arraché de haute lutte. Vient maintenant l'économie, un sujet impossible à ignorer en Afrique de l'Ouest. Ici, la politique et l'économie sont indissociables. Les routes commerciales sont aussi stratégiques que les positions militaires, et l'accès aux ressources est un facteur aussi déterminant que la diplomatie dans le destin des nations. Alors que le capitaine Ibrahim Traoré et le président John Dramani Mahama étaient assis face à face, leur conversation dépassa la sécurité et la diplomatie. Elle toucha à la base même de la survie de toute nation, l'économie. En fin de compte, peu importe la force d'un leader, aucun pays ne peut se maintenir sans une économie prospère.